Est-ce que je sens sur l'écran? T'as pas de problème, toi? C'est bon là, ça va. Si vous voulez démarrer. Bien, donc nous allons pouvoir démarrer. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui à cette table ronde qui sera consacrée pendant 1 heure. Attendez, pardon. On a un souci. Ouais, ils ont dû être croisés. Croisé, ouvre le bon. Allez-y. Test micro, s'il vous plaît. 1, 2. Excusez-moi. Non, je vous en prie. Merci. Donc je recommence. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je vous remercie pour votre présence aujourd'hui donc pour cette table ronde qui va être consacrée pendant 1 heure à la question de gouverner en temps de révolte à travers un exemple particulier du XVIIIe siècle, de fin d'Ancien Régime, qui est la guerre des farines en 1775. Et qui est un thème qui est en lien avec le programme de seconde, les nouveaux programmes, et puis aussi pour ceux qui préparent l'actuel concours de l'agrégation interne d'histoire-géographie, donc c'est aussi en lien avec la question d'histoire moderne. Je tiens également à remercier dans ce cadre, et tout particulièrement les rendez-vous de l'histoire, de nous avoir invités, puisque chaque année, nous publions en partenariat donc avec eux un numéro de la revue TDC, que j'ai ici entre les mains, dont moi je suis le professeur référent, et donc il est porté par le réseau Canopé qui accompagne les enseignants aussi bien dans leur formation initiale que continue. Donc à titre d'ailleurs d'information, vous pouvez retrouver ce numéro, mais tous les autres numéros, comme ceux de l'an dernier, par exemple celui sur l'Italie, inspirée, inspirante, sur le stand livre de réseau Canopé. Alors dans ce numéro,
On y retrouve tout particulièrement un article d'un historien que souvent beaucoup connaissent. Il s'agit de Joël Cornette, qui a fait donc un article sur les révoltes de l'Ancien Régime. Et il s'appuie pour son article sur une vaste enquête qui a été menée en 2002 par Jean Nicolas et son équipe, et qui vise à montrer toute la diversité des types de révoltes d'Ancien Régime. Il insiste aussi tout particulièrement sur les débats historiographiques qui ont eu lieu dans les années 1950-1960, la société de classe et la société d'ordre. Et il analyse tout particulièrement un point de programme de l'actuelle seconde, c'est-à-dire la révolte des Va-nu-pieds en Normandie en 1639. Voilà, puisqu'il s'agit actuellement d'un point de passage et d'ouverture de la classe de seconde. Alors, nous allons quitter le XVIIe siècle pour aller vers le XVIIIe siècle, donc à la fin de l'Ancien Régime, et nous allons nous intéresser à la guerre des farines en se demandant quelles sont les modalités de cette contestation et quelles ont été les réactions des autorités de l'époque. Alors, pour en parler avec nous aujourd'hui, j'ai Pierre-Yves Beaurepaire, qui est professeur d'histoire moderne à l'université de Nice, Sophia Antipolis, et qui a notamment publié chez Belin Un échec au roi, irrespect, contestation et révolte dans la France des Lumières. Donc ce sera avec vous que l'on va aborder toute la partie scientifique, si j'ose dire, de cette table ronde. Christine Lécureux, que certains, je pense, peuvent connaître, qui est IAIPR d'histoire-géographie, donc au sein de l'Académie d'Orléans-Tours, et qui a déjà participé avec Réseau Canopé à la table ronde de l'année dernière, consacrée à l'Italie antique et médiévale, et qui, cette année, est l'auteur pour Réseau Canopé et pour TDC d'un focus pédagogique que vous pouvez retrouver directement sur le site de Réseau Canopé, qui est consacré à la mort de Jules César, mais analysé sous le prisme de l'histoire des arts. Donc c'est avec vous que l'on va étudier plus particulièrement la partie didactique et pédagogique de cette table ronde. Je tiens aussi à remercier Sophie Delhomme, qui est rédactrice en chef de TDC, qui a permis d'initier également cette table ronde. Voilà, je pense que maintenant toutes les présentations ont été faites. On va pouvoir passer à la table ronde en tant que telle. Et on va commencer par la partie scientifique que j'ai divisée en deux parties. Cette première partie va être consacrée d'abord au contexte. Et on va vous présenter Louis XVI et Turgot au pouvoir pour le bonheur du pauvre peuple. Alors, pour comprendre d'abord cette crise frumentaire du printemps 1775, il est nécessaire de rappeler l'importance d'une image, qui est l'image royale. En effet, le roi de France doit entretenir une image de père de peuple, de roi nourricier, qui a l'amour de ses sujets et du bien commun. L'image de Louis XV, elle fait l'objet d'un désamour de la part de ses peuples et il doit affronter de multiples contestations, de multiples rébellions. Et quand Louis XVI va lui succéder, le 10 mai 1774, il va hériter de cette situation d'impopularité et de détestation. Alors Pierre-Yves Beaurepaire, finalement la question c'est comment Louis XVI réussit-il au début de son règne à restaurer une autorité à la fois paternelle et bienfaisante, c'est-à-dire à rétablir un lien affectif avec son peuple. Alors merci Monsieur Augier, puisque c'est le début de la partie scientifique, je prendrai quand même 2 secondes à mon tour pour remercier Sophie Delhomme pour son invitation, puisque c'est elle qui est à l'origine
de ma présence ici, comme vous auriez dû avoir mon collègue Vincent Millot, qui est un spécialiste de la police au XVIIIe siècle et qui, pour les raisons sanitaires actuelles, ne participe pas. Donc, je répondrai aux questions qui auraient dû lui être posées également, puisque vous avez eu la gentillesse d'évoquer Joël Cornette, tant pour son article que de manière générale pour son œuvre dans la collection Belin qu'il a dirigée d'Histoire de France. J'ai fait donc à son initiative l'ouvrage sur la France des Lumières, justement en insistant sur les images, les points que vous venez d'évoquer. Ça me paraît très important pour répondre à votre première question, parce que souvent dans les manuels scolaires ou même dans les ouvrages en général sur Louis XVI, on voit le tableau d'Hersan, le tableau qui représente Louis XVI, donc le roi justement nourricier, bienfaiteur, qui, je cite le titre parce que c'est intéressant, distribuant les aumônes aux pauvres de Versailles. Sauf qu'on oublie souvent de donner la fin du titre, de dire que c'est l'hiver 88, mais c'est une façon, donc on est juste avant le déclenchement de la Révolution, au moment où on est déjà dans l'ébullition des cahiers de doléances, mais en relisant le parcours depuis, comme vous l'avez dit, 74, sa montée sur le trône, et bien évidemment la guerre des Farines de 75. Et surtout, on oublie de dire que c'est un tableau de 1817, c'est-à-dire donc après l'Empire, au moment de la Restauration, et une façon de relire aussi la destinée d'un roi martyr, etc. Donc il y a aussi une manipulation des images à court et moyen terme à laquelle il faut penser, c'est le premier point. Un deuxième point que j'évoquerai, puisque vous venez de dire le roi nourricier, c'est tout à fait ça. Quand il monte sur le trône, vous pouvez imaginer la pression qu'il y a sur lui à 19 ans, parce qu'un inconnu a par exemple noté à la craie sur la statue d'Henri IV sur le Pont Neuf, Louis XII plus 4, j'aime beaucoup les rébus et ce genre de jeu à cette époque-là, pour dire c'est le nouveau père du peuple, Louis XII, et puis l'image déjà de la poule au pot, etc., Henri IV. Donc on attend énormément, et sans doute beaucoup plus que ce qu'il ne peut véritablement faire, à une époque où la croissance de la population est très forte, va passer de 22 à 28,5 millions d'habitants en 89, 22 au tout début du siècle, donc il y a une pression très forte, d'une part, et puis il y a aussi un autre aspect qu'il y a à prendre en compte, c'est que la France a vraiment très mal vécu les dernières années du règne de Louis XV. Il y a cette image du roi mal aimé, comme vous l'avez dit, et il y a aussi le fait qu'il y a les réformes des années 71-74 du chancelier Maupoux. À l'époque, on appelle ça le coup Maupoux, comme si c'était un coup d'État. On parle aussi de la révolution Maupoux, mais dans un sens très négatif. Et donc, il y a l'idée de la part de Louis XVI et des ministres qui vont l'entourer, au premier chef Turgot, de ce qu'il appelle le rétablissement. C'est-à-dire une façon, si vous voulez, de renouer un lien avec ces sujets. Et ça, c'est le roi-père qui peut le faire, de rétablir un certain nombre de choses, d'institutions, dans un espoir d'apaisement. Alors là aussi, vous promettez beaucoup, il va falloir arriver à tenir, et ce sera toutes les difficultés de la politique de Turgot, mais elle ne peut pas se comprendre si on ne la met pas dans cette dynamique-là. Alors, merci. En effet, vous évoquez Turgot, c'est mon deuxième point, puisqu'il est nécessaire d'évoquer ce personnage politique, homme des Lumières, qui prend de plus en plus une importance capitale, puisqu'il est appelé par Louis XVI en 1774 au contrôle général des finances. Alors, cet ancien intendant du Limousin est notamment proche d'une école économique particulière, qui est l'école physiocratique, c'est-à-dire qu'il est partisan de la liberté économique. Il rêve de faire le bonheur des peuples et de régénérer la France. Alors Pierre-Yves Borpert, finalement, quel est le programme de Turgot pour le royaume de France? Et même, si l'on va un petit peu plus loin, s'agit-il d'une politique ambitieuse? Alors, moi, je dirais tout d'abord que, effectivement, on ne peut pas penser à la politique et au projet de Turgot si on le dissocie, on les dissocie à la fois de son expérience de terrain, comme intendant du Limousin, et aussi, effectivement, lui-même n'est pas physiocrate. Mais il est proche d'eux, dans le groupe de celui qu'on appelait, de Vincent de Gournay. Le groupe de Gournay, c'est un groupe à la fois de techniciens, de penseurs de l'économie, et surtout qui veulent arriver, il le dit lui-même, à une démonstration mathématique. C'est-à-dire qu'il veut faire la preuve
mais scientifique, de la nécessité des réformes et du bon choix de calcul, aussi bien pour l'impôt, et ça c'est très important chez lui, que pour la redistribution. Voilà. Et donc c'est un aspect qui est très important. Je prends juste un extrait de sa propre plume parce que ça me paraît important. Dans les lettres sur la liberté du commerce et des grains, il dit « Leur donner à vos yeux l'évidence d'une démonstration mathématique ». Donc, quand on parle des physiocrates à l'époque, y compris de manière critique en disant la secte des économistes, avec une vision de l'économie qui serait vraiment économétrique, pour le coup, lui n'est pas physiocrate, mais il est vraiment dans cette dimension, vous voyez, mathématique des choses, en disant ça va s'imposer à tout le monde parce que c'est comme ça, c'est mathématique, ce qu'on nous dit dans toutes sortes de domaines, année après année, ou en ce moment, semaine après semaine. C'est comme ça parce que c'est prouvé scientifiquement. Oui, sauf qu'il y avait déjà l'abbé Mably qui disait en 70, juste avant, il disait oui, mais est-ce que vous croyez que ça se passe dans un État comme dans un livre ? Et c'est un peu ça qui va leur être reproché, y compris à lui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une forme de déconnexion entre ce qui, pour lui, une forme d'évidence et la réalité d'une population qui est face à la soudure, aux difficultés, etc., etc. Donc ça, je pense que ça, c'est vraiment un premier point pour comprendre cet aspect-là. C'est un théoricien. C'est un théoricien qui a participé à l'aventure de l'encyclopédie. On lui doit des articles comme « Foire et marché ». Et là, on voit le fait qu'il faut favoriser la circulation des grains parce qu'on va trouver un prix harmonieux, c'est toute la thèse des physiocrates, entre rémunérateur aussi bien pour le producteur et accessible au consommateur. Chez François Quesnay, c'est le fameux zigzag du prix qui dessine comme ça. Oui, sauf que le consommateur, lui, voit surtout que toute réforme risque de déstabiliser le marché, de faire monter les prix, ne serait-ce que parce qu'il y a une forme d'inquiétude, etc. Ça, c'est un premier aspect. Il y a un deuxième volet qui est très important chez Turgot, c'est qu'il était intendant d'une intendance, d'une généralité pauvre, le Limousin, enclavé, mais dont il a voulu faire un laboratoire, notamment dans une perspective fiscale, en préparant, on ne peut pas parler véritablement de cadastre, mais une forme de cadastration des terres pour qu'on fasse en sorte que l'impôt ne soit pas estimé par chef de famille ou par foyer fiscal, mais soit vraiment au plus près de la réalité des biens et des revenus. Donc il y a toujours eu une idée chez lui à la fois de transparence mathématique, mais aussi d'honnêteté, de justice, etc. Voilà. Et donc, bien évidemment, ça, ensuite, il a conscience de la pédagogie nécessaire pour faire passer ces réformes. Encore faut-il avoir le temps de la développer et de rendre aussi accessible à tous les raisonnements qui sont les siens. Merci. Donc, le cadre contextuel, vous le voyez, vient d'être posé entre Louis XVI et Turgot. Donc, nous allons pouvoir nous intéresser à présent aux modalités même de la guerre des farines, entre ce qu'on peut appeler le complot de famine et la réaction ou les réactions royales. Alors, un édit du 13 septembre 1774 va rétablir la libre circulation des grains et les dispositions de 1770 qui imposaient des restrictions au commerce dans l'intérieur du royaume vont être annulés. Alors, Pierre-Yves Borpère, quels sont les objectifs de cet édit ? Alors, je crois que c'est important pour comprendre la philosophie de l'édit 74. C'est d'abord, comme dit, de remettre en perspective avec les années 60, les années 63-64, quand on a déjà voulu libéraliser le commerce des grains pour justement, là aussi, il faut tenir compte des douanes intérieures, etc., fluidifier les échanges, faire en sorte que ça s'harmonise entre les généralités qui, pour faire simple, qui produisaient plus qu'elles ne consommaient et celles qui étaient déficitaires. Bon. Mais précisément parce que on a eu la thèse du complot de famine dont je vais parler dans un instant, puisque vous m'y incitez. On a fait marche arrière donc dans les dernières années du règne de Louis XV en revenant là-dessus. Donc en fait, c'est pas une innovation fondamentale. Ce que veut Turgot, c'est revenir à une forme de liberté, mais plus accompagnée, plus expliquée, etc. Bon. Et bien évidemment, c'est assez logique. On va lui ressortir instantanément le complot de famine, parce que tout simplement, le sujet est tellement sensible pour la population que c'est bien évidemment l'horizon
pour tous, mais y compris les puissants, pas simplement les gens qui ont du mal à réussir la fameuse soudure, d'une récolte à l'autre, leur hantise, ils ont une vision complotiste des choses. Et en fait, quand on étudie la guerre des farines précisément, Turgot va l'avoir aussi. C'est-à-dire qu'il se dit, ma réforme est limpide, extraordinaire, ce que je vous disais tout à l'heure. Elle ne peut que marcher. Si elle ne marche pas, c'est juste parce qu'on agite l'opinion contre moi. C'est pas parce que la réforme n'est pas comprise, c'est forcément des causes extérieures. La manipulation, etc. Il parle d'une trame, nous on appellera une conspiration, comme tramer un complot. Et il va de cesse ensuite d'avoir la tête de quelqu'un comme le lieutenant général de police, le Noir, en disant au mieux il a laissé faire, au pire il a soufflé sur les braises pour favoriser ma chute. Voilà. Il va aussi faire en sorte que un certain nombre de grands négociants en grains aient affaire à la justice. Voilà. Simplement, donc il y a vraiment l'idée, si vous voulez, que le contexte est explosif. D'une part, parce qu'il y a cette hantise du complot de famille. Alors, pour faire très simple, en fait, il y a ce qu'on appelle le pacte de famille, la famille des Bourbons, qui unissait ceux de Madrid, ceux de Versailles, bien sûr, et puis aussi ceux de Parme. Et on a joué sur le pacte de famille, le pacte de famine, devenant après le complot de famine, mais on dit souvent le pacte de famine, sous-entendu, des grands négociants se sont mis en grain, se sont mis d'accord entre eux pour faire exploser les prix. Et peut-être même, et c'est là la petite musique complotiste, peut-être même que le roi aurait profité financièrement, en investissant sur sa cassette personnelle dans ses compagnies, de la hausse du prix du grain. Donc ça, on le dit pour la fin du règne de Louis XV, et on le ressort très très vite sous Louis XVI. Et il faut imaginer que certains protagonistes de ces affaires-là, qui passent aussi devant la justice, donc dans les années 60 ou les années 70, certains sont encore vivants sous la Révolution. Et sous la Révolution, on va les faire revenir à la barre, soit comme témoins, la plupart du temps à charge contre d'anciens administrateurs de cette époque-là. Donc c'est vraiment cette petite rhétorique du complot à propos des grains, elle est omniprésente pendant une génération, pendant 30 ans. C'est vraiment quelque chose de très très fort, et donc c'est ça le pacte de famine, c'est l'idée qu'on conspire contre le bon peuple. Alors à cette époque-là, on parle des affameurs, et puis ce terme-là, on va le retrouver pendant la Révolution avec ceux qui vont faire exactement la même chose que pendant la guerre des farines. Ils veulent imposer volontairement des prix bas. Et si vous ne les acceptez pas, on pille vos biens, etc., etc. On appellera ça les taxateurs pendant la Révolution, qui vont essayer d'obtenir la taxation des prix, ou le maximum des prix, etc., etc. Donc c'est vraiment un enjeu qui transcende les deux règnes, plus la Révolution. Merci. Donc pour compléter ce que vient de dire Pierre-Yves Borpert, donc la liberté de circulation est rendue responsable de la hausse des prix, et dans un contexte de mauvaise récolte. On a des exemples, mais notamment à Paris, le pain de 4 livres passe de 11 sous en septembre 1774 à 14 le 3 mai 1775. Donc, on a, fin avril 1775, plusieurs émeutes qui vont arriver, qui vont soulever les foules. Et c'est ces émeutes-là qui vont composer le début de la guerre des farines. Alors, Pierre-Yves Borpert, en fonction de ce que vous venez de nous dire, finalement, est-ce que la politique libérale de Turgot est-elle la seule responsable de cette guerre, ou est-ce que c'est le complot de famine ? Alors, en fait... c'est les deux, parce qu'à un moment donné, la représentation rejoint la réalité. Si vous êtes persuadé de la réalité du complot de famine, d'une certaine manière, il se concrétise. C'est-à-dire que les gens ont peur, anticipent, font des réserves. D'autres se disent, si les stocks de grains dont je dispose, plutôt que de les mettre directement sur le marché, je les thésaurise et j'attends que le marché s'envole, bien évidemment.
il y a un effet de réalité, vous créez donc une spéculation autour, parce que littéralement c'est ça, hein, vous voyez à distance, vous anticipez la hausse des prix, et donc vous favorisez cet événement. Donc je pense qu'à un moment donné, même si elle est tout à fait discutable, la thèse du complot de famine, eh bien, elle prend corps. En tout cas, sur les marchés, sur les mercuriales, c'est-à-dire la hausse des cours, là, on la voit concrètement. Donc, je pense que c'est ça. Il y a aussi une chose, c'est que Turgot n'a pas du tout anticipé le fait que, quand vous avez ce type de réforme, avant de proposer une nouvelle organisation, elle désorganise le système antérieur. On le sait bien que c'est toutes les difficultés des réformes à la française, c'est qu'à un moment donné, il faut un temps d'adaptation. Pendant ce temps d'adaptation, mais il peut être très long. Par définition, les approvisionnements ne seront plus, etc. etc. Et Turgot le dit dans un certain nombre de lettres, il dit pendant 2 ou 3 ans, alors il ne parle pas du tout de famine, il ne parle pas de mourir de faim, mais il va avoir des disettes. Et il ne veut pas qu'on plombe sa réforme sur la base de ces disettes qui peuvent arriver pendant 2 ou 3 ans, le temps que le nouveau système se mette en place, c'est-à-dire que cette liberté des échanges fluidifie les choses au niveau national. Sauf que si vous manquez de pain, ou si vous n'avez pas la possibilité d'acheter les grains, vous les moudre, votre 2-3 ans de disette, c'est absolument insupportable. Et celui qui a parfaitement compris ça, alors qu'il n'est pas du tout dans la même logique, c'est Necker, le futur grand rival de Turgot. Lui, il est banquier, et il sait comme tel que l'opinion, d'une part, est très versatile et très elle est cyclotimique. Elle peut être euphorique et puis déprimée quelques mois après. Et donc, lui a très bien compris, en reprenant les thèses, notamment de l'abbé Galliani, de Mably et autres, il s'est beaucoup inspiré de ceux qui... Parce que tout le monde parle des grains à cette époque-là, et des farines, que c'était très, très sensible et que vous ne pouvez pas toucher sans accompagnement à ce type de produit, sinon... vous mettez tout le monde dans les rues, c'est ce qui se passe. Il y a des comparaisons qui ont été faites à d'autres époques, et c'est intéressant, par pas forcément des historiens de métier, mais vous avez des politiques qui se sont intéressés dans les années 60-70 à la guerre des farines, précisément parce qu'ils ont vu un sujet ultra sensible, comme au moment du premier choc pétrolier, 73, le pétrole. Vous savez, quand on dit à une époque, quand le pétrole sera à 10 francs, ça sera la révolution, tout le monde sera dans la rue. Comment je fais pour accompagner et aujourd'hui, on y est, bien au-delà, si on pense à la conversion à l'euro. Comment vous faites pour accompagner les choses pour que, précisément, tous les mouvements d'opposition ne viennent pas coaguler autour des grains à l'époque ou du pétrole aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est intéressant Edgar Faure, par exemple, a travaillé sur la guerre des farines comme s'il a travaillé sur Turgot, précisément dans cette perspective-là. C'est pas un hasard. Alors, merci. Donc, tous ces événements de la guerre des farines vont surtout se dérouler sur une zone géographique très précise, qui va être le grand marché parisien, la Brie, la Beauce, la Picardie, notamment. Et pour Jean-Nicolas, l'historien Jean-Nicolas, c'est le berceau du capitalisme rural à la française. Alors, Pierre-Yves Borpère, qui se révolte précisément dans ces régions ? Et même, est-ce que les femmes jouent un rôle important dans ces révoltes-là ? Et le mouvement met-il en avant aussi des chefs ou de ce que l'on pourrait appeler des leaders ? Alors, c'est une question très intéressante qu'on se pose, vous parlez d'historiographie au début de la séance, qu'on se pose pour les mouvements du XVIIe déjà et tout le long des mouvements du XVIIIe siècle. Quand on voit les témoins de l'époque, c'est pas très clair, parce que c'est souvent, on a une sorte de portrait type, mais rarement incarné autour d'un individu. Et c'est ce qui rend ces mouvements difficiles à percevoir, parce qu'après, il y a des enquêtes de police, etc. etc. Mais on a une figure, c'est souvent celle du brigand. Et on a un très bon témoin pour cette époque-là, c'est un libraire parisien
qui s'appelle Prosper Siméon Hardy, H-A-R-D-Y. Beaucoup de ses de travaux qui se rapportent à lui sont même accessibles en ligne. Et ça, son journal d'événements, comme il l'appelle, il appelle ça Mes loisirs, journal d'événements sur les événements qui sont parvenus jusqu'à moi. Comme il était libraire, au sens de l'époque, c'est-à-dire libraire, imprimeur, éditeur, il récupère des nouvelles, des imprimés qui viennent de toute l'Île-de-France. Et donc, il suit l'événement depuis Paris, jour après jour. Et donc, il parle énormément de ça. Eh bien, il a toujours comme image le brigand. Et il dit, c'est des expéditions continues de brigands. Ce qu'on va retrouver 15 ans plus tard, l'été 89, avec la Grande Peur, la figure du brigand, qui va de village en village, qui sème le désordre, et notamment dans le bassin parisien. Donc après, une fois qu'on a dit ça, ça ne dit pas grand-chose. Et souvent, quand il va y avoir ensuite des sanctions, y compris juridiques et policières, on va essayer souvent de dénoncer des gens qui viennent du village d'à côté ou donc de la circonscription voisine, précisément pour que ce ne soient pas des gens de son propre village, de son propre environnement immédiat, qui puissent être les victimes. Et souvent, quand on pend un certain nombre de meneurs, ce ne sont pas les meneurs réels. Et c'est une façon, si vous voulez, de montrer comme ce mouvement est à la fois partout, mais en même temps insaisissable. Et effectivement, puisque vous l'évoquiez, la place des femmes, parce que les femmes sont elles qui achètent sur les marchés. Et donc ça, on va retrouver aussi dans les dynamiques antérieures, mais de tous les mouvements jusqu'aux années révolutionnaires compris. Donc bien évidemment, c'est elles qui protestent et qui demandent la taxation des prix. C'est-à-dire l'image est caractéristique. Dans les enquêtes de police de cette époque-là, on vous demande ce qui s'est passé. On a dit, voilà, la foule arrive, s'ameute devant, par exemple, une boulangerie ou devant le magasin d'un marchand de grains, va dire, si vous n'acceptez pas de vendre le setier tant de sous, à ce moment-là, tout simplement, on mettra le feu, on détruira, etc., etc., et on imposera prix forcé. Mais vous voyez bien qu'ils sont pas dans le vol, ils sont pas dans l'idée où on va s'emparer, détruire ils sont dans le fait, le prix a trop augmenté, donc on veut casser cette logique-là. Et donc ça, c'est intéressant aussi à prendre en compte. Vous avez aussi le fait que dans ce mouvement-là, vous avez aussi des gens qui sont pas simplement dans les villages de l'Île-de-France et dans quand même une grande zone céréalière. Vous avez aussi des gens qui sont dans les petites villes ou dans la ville, tout simplement parce que les villes sont déficitaires en grains, et que ce qu'on a voulu faire, justement le lieutenant général de police, mais remercié par Turgot et qui reviendra juste après, dès la chute de Turgot, il vient en place, c'est si vous voulez que le royaume soit tranquille, il faut faire en sorte que les villes soient bien approvisionnées. Bien approvisionnées, parce que c'est là où les centres décisionnels sont, même si la France de l'époque, on le sait tous, est très majoritairement rurale, 85% de ruraux en 89, il faut faire en sorte que les villes soient approvisionnées. Si les villes sont approvisionnées, les villes restent calmes. Bon, et quid des paysans dans ce cas-là, des ruraux. Voilà. Mais c'est ça l'idée. Donc c'est un mouvement qui se déplace, qui est assez insaisissable. Et du coup, même Hardy reprend la thèse du complot. Il dit pour que ça marche si bien, la trame a dû être ourdie de manière particulièrement fine et sombre. Voilà. Donc c'est un mouvement qui laisse les autorités assez désemparées. Merci. Alors, durant le printemps 1775, des émeutes vont se multiplier sur les marchés. Des propriétaires vont être attaqués, des convois vont être arrêtés, des fermes, des moulins et des greniers vont être totalement pillés, des boulangeries vont être mises à sac à Paris. On tente même de mettre le feu à des châteaux. Le 2 mai 1775, une foule se rend même jusqu'aux grilles du château de Versailles pour réclamer du pain. Il faut y voir là une forte charge symbolique. Il y a un véritable climat de violence durant ce printemps 1775, durant lequel finalement on défend sa famille totalement armée avec fusil et pistolet. Pierre-Yves Morpère
Le but n'est pas de faire finalement une chronologie de tous les événements, ce serait trop long, la table ronde d'1 heure ne suffirait pas, mais finalement, que visent les contestations, les biens ou les personnes? Ces émeutes ont-elles entraîné plusieurs morts? Et les émeutiers, finalement, ont-ils un programme politique et économique? Alors, je vais commencer par la fin de votre question, parce que c'est un vaste sujet. Un programme économique et politique en tant que tel, non, absolument pas. Aucune idée de renversement des autorités, etc. Mais il y a toujours l'idée classique, mais qui dure même bien au-delà de la période. Si le roi était entouré de bons ministres, si le roi savait ce qu'il se passe sur le terrain, dans son royaume, il interviendrait pour que les prix n'augmentent pas de manière aussi, pour eux, artificielle et aussi forte. Du même coup, ils se sentent autorisés à se substituer au père nourricier pour imposer des prix bas. C'est ça la mécanique intellectuelle, le mécanisme intellectuel qui est à l'œuvre. Et il faut bien en prendre conscience parce que c'est quelque chose d'ancien. Ça n'a rien de nouveau. C'est pas du tout lié au siècle des Lumières ni quoi que ce soit. Vous aviez déjà ça au XVIIe siècle, puisque vous avez parlé du XVIIe donc, et des émeutes en Normandie, ou ce qu'on appelle les émotions populaires à cette époque-là et ailleurs. Il y a un mouvement classique, c'est que celle dont vous avez parlé tout à l'heure était liée à la guerre de 30 ans. Il y a une explosion de la fiscalité. Et à l'époque, quand la paix est rétablie, on dit les impôts extraordinaires des guerres, ils n'ont plus de raison d'être puisque la guerre est terminée. Donc, on ne les paye plus. Mais normalement, vous êtes censé attendre. C'est comme si nous, aujourd'hui, on dit « Ok, l'impôt est plus légitime, je ne paye plus. » On va avoir des problèmes. Donc, l'idée, c'est qu'on doit attendre une décision officielle. Mais eux, comme ils se disent « Le roi n'est pas au courant de ce qui se passe », ils se sentent autorisés à anticiper, vous voyez, la décision royale en disant de toute façon le roi validera derrière pour ne plus payer. Eh bien là, il y a l'idée que si le roi savait, il interviendrait sur les prix des grains. Donc, on anticipe. Et j'ai pris un exemple pour aller pour répondre à votre question, pour aller dans le sens de ce que vous disiez. Par exemple, à Montlhéry, pour prendre une région de la zone étudiée par Jean-Nicolas, eh bien, le setier de blé vaut 33 livres, par exemple. Eh bien, ils ont forcé les émeutiers à le baisser à 25. Voilà. Vous avez un exemple concret en disant 25, ça nous paraît légitime, donc voilà. Et la plupart du temps, c'est comme ça. Donc, il ne faut pas imaginer systématiquement pillage, attaque, etc. Il y a l'idée de revenir à quelque chose qui est tout à fait raisonnable. Parce qu'il faut aussi imaginer quand même que l'essentiel des ruraux sont soit propriétaires de petits terrains, mais surtout, on aspire aussi à le devenir. Ce qu'on retrouve après pendant la Révolution, aussi bien que les biens nationaux, etc. Donc il n'y a pas du tout l'idée de détruire la propriété, mais il y a l'idée qu'elle soit juste et légitime. Et donc ça, je pense que c'est fondamental. Merci. Alors nous allons faire un petit détour par la ville de Paris, puisque c'est l'une des plus grandes villes du monde, avec 524 000 personnes. S'y côtoient la bourgeoisie, des marchands, une population ouvrière. Mais le peuple s'y exprime très souvent à travers des grèves, des émeutes, des manifestations de rue. Alors, Père-Yves Beaurepaire, durant la guerre des Farines, Paris est-elle une ville émeutière? Alors, sans conteste, oui. Parce qu'il y a une tradition, là aussi, d'émeute et d'hypersensibilité à ce qui est perçu comme une agression des autorités, ou surtout, il ne faut pas imaginer les autorités une sorte d'État central. Non, des petits chefs, de ceux qui sont donc en contact direct avec la population, mais qui prennent des mesures qui sont perçues comme arbitraires. Voilà. De la même façon qu'à un niveau plus élevé, on va s'opposer aux réformes, comme je l'ai dit, du règne antérieur et du chancelier. Donc là, l'exemple le plus caractéristique, c'est toutes ces interventions du guet, des inspecteurs de police qui, tout simplement, dans la vie des quartiers, mais ça peut être pour mettre de l'éclairage, ça peut être pour numéroter, etc. Tout ce qui est perçu comme des intrusions. Et à ce moment-là, c'est classique, on vient se saisir d'une personne, vous avez tout le quartier qui descend pour empêcher des hommes du guet, les inspecteurs d'intervenir. Voilà. Et à la différence de ça, il y a souvent de bien meilleures relations avec le commissaire. Et ça, Vincent Millot l'aurait dit parce que
il travaille là-dessus. En fait, Paris est organisé en quartier avec des commissaires. Le commissaire est un magistrat. Il est commissaire au Châtelet, exactement comme on a des officiers de police judiciaire. Et donc, c'est certes un homme de la police, mais c'est d'abord un magistrat. Et il vit dans le quartier. On peut venir porter ses doléances dans la maison du commissaire. Et on voit bien qu'il y a une dimension. C'est pas le tout répressif qui est souvent associé à la figure de l'inspecteur. Et des mouches de la police, les fameux mouchards du 19e siècle, les mouches de la police du 18e siècle. Donc le commissaire, c'est quelqu'un qui alerte, et ils alertent sur ce que vous disiez, le côté fiévreux de la capitale qui est prête à s'embraser à tout moment. Et donc, on a dans la mémoire immédiate de l'époque des exemples qui associent justement rumeurs et difficultés. L'affaire des enlèvements d'enfants, Carlette Farge en son temps avait travaillé avec Michel Foucault, cette idée des enfants traînent dans les rues, des enfants adolescents, on les enlève pour les envoyer aux colonies, on les enlève pour les faire disparaître de l'espace urbain, et on associe après ça, y compris alors à toutes sortes de choses, de fantasmes, le roi donc guérissant ses maladies vénériennes dans le sang d'enfants pur, enfin le sang pur d'enfants alors que lui est impur, etc. Donc toute la rhétorique là aussi, à la fois de la rumeur, du bruit, du fantasme, du délire, associée à une réalité. C'est-à-dire une situation très difficile et donc une population qui est vraiment qui a la révolte, l'émotion populaire à fleur de peau. Et la conjugaison des deux fait que c'est quand même extrêmement compliqué, extrêmement sensible. Et du coup, ça vous explique pourquoi le lieutenant général de police de Paris, le Noir, lui, dit il faut des grains, il faut des greniers du roi, il faut pouvoir alimenter les marchés précisément pour éviter ce genre de choses. Donc oui, la réponse est sans hésiter oui. Alors, merci. Donc il est intéressant aussi de souligner qu'au début du mouvement, certaines personnes soutenaient les révoltés. Et que ces personnes d'ailleurs ont été embastillées pour quelques jours. Finalement, Pierre-Yves Borfer, qui soutient véritablement les mesures de Turgot au printemps 1775 ? Alors, une conjonction d'intérêts favorable à la liberté économique, favorable à l'ouverture d'un certain nombre de cycles de réformes qui sont perçus à tort ou à raison comme ayant été trop longtemps retardés. Voilà. Mais des intérêts qui peuvent très bien lâcher Turgot du jour au lendemain. Le comte de Maurepas, par exemple, est une sorte de mentor du jeune Louis XVI pour le début du dur métier de roi, comme on dit au XVIIIe siècle. C'est lui qui a proposé Turgot. Et Maurepas, c'était un ministre très important. C'est un ministre très important de Louis XV. Et comme il s'est moqué donc de la marquise de Pompadour, il a eu le droit à être renvoyé sur ses terres pour 25 ans. Donc, pendant 25 ans, il a, fulminé au départ, et puis ensuite nourri une sorte de vengeance froide pour essayer de démanteler toutes les réformes qui se sont faites dans les années 60-70 du règne de Louis XV. Et donc, il est persuadé que quelqu'un comme Turgot, c'est quelqu'un qui est à la fois proche du terrain, etc., va faire des choses concrètes, mais il ne pense pas du tout que Turgot a un projet, lui, vous parlez de projet politique tout à l'heure, un projet d'ensemble de réforme économique. Donc au début, il le laisse faire, mais après, il va se dire que s'il commence à vouloir restreindre le train de vie de la cour, il demande au roi des économies, ce que fait Turgot, de dire plus d'emprunts, etc., etc., là, il ne va pas le suivre du tout. Et il faut imaginer qu'à l'époque, il n'y a aucune solidarité ministérielle. C'est-à-dire que le roi s'entretient avec chacun de ses ministres, et dès qu'un ministre est en place, il pense qu'à une chose, c'est dans la proximité du prince, à savonner la planche pour les autres ministres du gouvernement, ou alors quand il était opposant, on sait très bien qu'à l'époque, on vient souvent choisir l'un des principaux opposants comme nouveau ministre, en disant si on décapite l'opposition et en même temps, on favorise la conversion à l'idée de réforme. Oui, mais donc chacun prépare le coup d'après. Donc Turgot est très très vite isolé parce que lui, il dit les choses comme il les pense, et comme il les pense parce que c'est un théoricien
de la réforme politique, de la restructuration, de la réorganisation de l'État. Et donc, bien évidemment, par rapport au jeu politique, il sera très vite dépassé. Mais ce n'est pas un naïf pour autant, puisque, comme je vous l'ai dit, il est persuadé qu'il y a eu conspiration contre lui, et c'est lui qui va demander la tête de Lenoir, l'avoir en le poussant à la démission, à un moment. Ça veut dire qu'au départ, pour terminer ma réponse, Louis XVI le soutient. Le soutient, et un an après, ça ne sera plus le cas, parce qu'il y aura toutes sortes de pressions autour de lui, mais on ne peut pas dire, là aussi, Louis XVI, souverain faible, etc. Au début, il est acquis à l'idée de la justice de cette réforme-là. Il le soutient. Mais la question est de savoir combien de temps. C'est-à-dire que vous savez, quand un président ou un Premier ministre dit à un ministre « Vous avez toute ma confiance », je peux vous dire que le compte à rebours a commencé et que ceux qui aimeraient prendre la place se disent « Elle sera bientôt libre ». Donc, voilà, c'est ça la difficulté. Merci. Donc, finalement, on parlait de la réaction, du soutien de Louis XVI à Turgot. Finalement, face à cet événement ou face aux événements, comment réagissent les autorités? Est-ce que de lourdes décisions de justice sont prises? Et puis, allons plus loin, Turgot sort-il vainqueur du conflit? Alors ça, c'est une très bonne question, parce qu'il faut en fait voir justement la gestion de l'événement par les autorités, le lendemain immédiat de l'événement, et puis la situation à terme. La gestion de l'événement, c'est classique à cette époque-là, et après tout, ils essaient de faire la même chose en 89. Vous faites des démonstrations de force, c'est-à-dire que les unités d'élite de la Maison du Roi, on les envoie traverser Paris, on les envoie sur les lieux stratégiques pour montrer que la troupe est là et que c'est une troupe de confiance, puisque c'est les fameuses unités d'élite de la Maison du Roi, et donc ceux-là, on peut compter sur eux. Donc ça, c'est un premier aspect. Ça a quand même un aspect dissuasif. Parce que là, ce n'est pas les hommes du guet qui se retrouvent entourés par des dizaines de personnes, etc. Vous avez des régiments constitués. On accompagne aussi les fameuses livraisons de grains pour éviter le pillage, etc., etc. Donc ça se veut rassurant. Dans tout mouvement, vous anticipez le fait du pourrissement. Les gens vont dire à un moment donné, d'accord, mais nous, on veut des grains, on veut manger. Donc vous allez vous dire, l'ordre est rassurant parce qu'à un moment donné, il va permettre de faire ça. Turgot va devoir faire aussi, chose qu'il voulait absolument pas entendre parler au départ. Il va devoir refaire ce qu'on appelle des traités, mais c'est des contrats pour des livraisons de milliers de sacs de grains, avec des négociants dont il estime qu'ils prennent trop cher, mais ça permet quand même d'alimenter les marchés. Voilà. Alors après, ça peut nourrir aussi une autre forme de spéculation, mais c'est ça l'idée. Donc, démonstration de force, on alimente les marchés, y compris de manière artificielle en important l'étranger, etc., etc. Et puis, on pend des meneurs. Alors ça, il ne faut pas imaginer une répression très large, mais elle est, dans la logique de l'époque, elle est absolument évidente. On le fait. Alors souvent, comme je vous l'ai dit, les meneurs, en fait, ne sont pas les meneurs, mais voilà, c'est une façon de montrer que l'autorité a été rétablie. Et, dernier point, et ça c'est intéressant dans la logique de Louis XVI, mais on le trouve à d'autres périodes aussi, c'est qu'on dit que le roi, justement, rétablit ce lien avec ses peuples. Ils ont été égarés s'ils rendent les biens qui ont été saisis, s'ils dédommagent, donc il y aura des enquêtes, ceux qui ont perdu, le roi pardonne. Voilà. Donc ça, c'est un vieux classique aussi. Vous voyez, on monte sa force, on punit un certain nombre, et la plupart des autres sont tout simplement... Il y a des édits, il y a des textes qui viennent effacer du souvenir public l'affaire, et souvent, y compris en indiquant qu'on interdira par la suite toute évocation de ces questions-là. Sauf que, bien évidemment, avec les médias tels qu'ils se développent au XVIIIe siècle, c'est beaucoup plus compliqué qu'un siècle plus tôt. Mais c'est ça l'idée. C'est-à-dire dans la presse, les gazettes, etc., ensuite, l'information court. Mais il y a l'idée qu'on n'aura plus le droit d'évoquer cela, puisqu'on considère que l'affaire sera réglée. Et donc, Turgot est une sorte d'entre-deux. Comme je vous l'ai dit, il est en sursis.
Hein, le roi ne l'a pas lâché, mais bien évidemment, il a obtenu la tête de Lenoir, etc., temporairement en tout cas, mais jamais l'opposition n'a été aussi forte parce que vous avez des opposants qui comprennent que à partir, si on met le doigt sur ce qui fait mal, hein, c'est-à-dire là la question des grains, on peut, on peut dynamiter tout le processus réformateur qui devrait mener à la question, par exemple, des corporations, à la question de la réforme de la corvée, etc., etc. Donc, même s'ils n'étaient pas forcément hostiles à la réforme initiale, c'est une façon de dire, voilà, ben là, on tient le sujet, vous voyez, qui va pourrir, entre guillemets, toutes les années Turgot, c'est-à-dire 74 à 76. Merci beaucoup. Je vous propose que l'on passe à la partie didactique et pédagogique avec Christine Lécureux. Alors, Christine Lécureux, finalement, quels sont les points de programme et les problématiques qui sont relatifs à ce sujet d'étude, la guerre des farines ? Alors, pour reprendre très très brièvement les objectifs du programme de seconde, on est sur les grandes étapes de la formation du monde moderne et tout ça en articulant avec la construction de capacités méthodes dans l'idée de consolider les acquis du collège, mais développer aussi une culture générale. Donc, dans tous les thèmes qui sont proposés, il y a une association finalement entre un récit historique et puis les points de passage et d'ouverture. Donc, on dira PPO à partir de maintenant, c'est plus court. Avec des démarches pédagogiques qui sont pas négligeables parce que peut-être qu'au travers du sujet que vous nous proposez, j'ai dû faire preuve d'imagination vu que nous étions très très à la marge des programmes. Donc, il me semble que l'activité des élèves pourrait être peut-être mise au centre. En tout cas, les PPO, c'est l'occasion de donner une dimension concrète au travail. Et le PPO qui est sur le thème 4, dynamique et rupture dans les sociétés des XVIIe et XVIIIe siècles, et le chapitre 2, qui est celui dans lequel je pense qu'on peut introduire cette réflexion, tension, mutation, crispation de la société d'ordre. On a là vraiment une réflexion à faire sur ces trois termes, tension, mutation, crispation. Et je dirais qu'évidemment, aborder peut-être même de façon brève la guerre des farines, fait résonner avec ces termes qui semblent très importants à expliquer aux élèves. En tout cas, ça permet d'aborder la question de la complexité de la société d'ordre et d'aborder à l'intérieur de ce chapitre 2, particulièrement le monde urbain, puisque c'est là où se côtoient des hiérarchies traditionnelles et des hiérarchies nouvelles. Alors c'est peut-être dans ce cadre-là qu'on peut insérer de façon peut-être un peu ténue, mais cette question de la guerre des farines. Puisque le PPO, on l'a déjà dit, hein, qui est associé à cette question, et qu'on peut placer absolument quand on veut dans la séquence et de manière plus ou moins développée, aborde la révolte des Nu-Pieds de 1639. Alors effectivement, ça nous permet aussi de faire un saut dans le temps, de montrer les évolutions entre le XVIIe siècle et puis la fin du XVIIIe siècle. Mais moi, je dirais que la question que je me suis posée, c'est quel parallèle peut-on faire ? Ce qui me permet d'aller vers la deuxième question que vous allez me poser. Merci pour cette transition toute trouvée. Donc, du coup, en effet, la question 2 porte sur la séance qui pourrait être réalisée dans ce cadre-là. Et finalement, quel document l'enseignant pourrait prendre et faire analyser en classe ? Alors en fait, moi j'ai pensé qu'on pouvait travailler sur le programme proprement dit à partir du PPO sur les Nu-Pieds pour déterminer finalement quelles sont les caractéristiques d'une émotion populaire. En fin de compte, si on étudie le déroulement d'une émotion populaire, et particulièrement celle des Nu-Pieds, on est dans quelque chose qui est de l'ordre du schéma narratif. Et le schéma narratif, c'est intéressant à faire construire aux élèves dans un souci d'écriture. Si on prend la question de la rumeur, c'est un point de départ. La question des meneurs, la question des revendications éventuelles qui bien souvent n'existent pas, la question du déroulé, sa temporalité, la question de la répression et la question du retour à l'ordre. Finalement, c'est tout ce que vous avez évoqué. On le trouve évidemment dans la révolte des Nu-Pieds, mais dans toutes celles du XVIIe siècle. Alors peut-être que celle des bonnets rouges aurait été plus intéressante parce qu'il y avait un programme de revendication qu'il n'y a pas dans la question des Nu-Pieds. Enfin bon, c'est pas ce qui a été traité. En tout cas, moi, je ferais vraiment
vraiment un travail sur le PPO pour que les élèves comprennent quels sont les éléments caractéristiques qu'on peut classer dans un tableau. Et à partir de là, je serai du côté d'une tâche complexe, c'est-à-dire qu'on pourrait faire réinvestir aux élèves la compréhension de ces différents éléments-là pour les repérer dans une autre crise. Et se dire, est-ce qu'il y a des constantes? Est-ce qu'il y a des choses tout à fait différentes? Donc je serais plutôt dans un travail d'approfondissement qui correspondrait vraiment à une tâche complexe. Et moi, je le ferai sous forme d'un exposé d'élèves pour développer également la pratique de l'oral, qui devient de plus en plus importante, bien évidemment, vous le savez, dans la réforme du lycée. Donc, se poser la question de est-ce qu'on peut comparer et comment une émotion populaire du monde rural, mais un petit peu citadin malgré tout pour la révolte des Nu-Pieds, puisque les villes de Caen et de Rouen ont également été touchées, vers un mouvement peut-être plus urbain du troisième tiers du XVIIIe siècle. Donc il s'agit vraiment de remobiliser des éléments caractéristiques et l'idée au niveau des capacités méthodes qu'on peut développer à les élèves, c'est appliquer, vérifier, mais distinguer également, puisqu'on va trouver quand même des éléments qui ne vont pas être strictement identiques à ce qui se passait au XVIIe siècle. Donc pour moi, la guerre des farines permet de travailler aussi sur un certain nombre de capacités méthodes, hiérarchiser, classer des informations que l'on a recherchées, justifier, comparer, confronter. Ce sont des activités qui sont difficiles pour les élèves. Et puis communiquer à l'oral, qui est quand même une compétence à développer. Alors pour ça, vous m'avez demandé quel document j'utiliserais. Donc moi, je commencerai par travailler sur des gravures qui peuvent illustrer l'événement, qui peuvent donner un premier intérêt à l'élève, un effet de motivation. Et il y a en particulier des gravures, notamment de François-Philippe Charpentier, La famille pauvre, qui peut être un point de démarrage. Et puis c'est un clin d'œil parce qu'il est quand même né à Blois. Donc bon, et puis à partir de là, montrer aussi les factieux qui pillent des dépôts de farine. Bon, ça montre des points de vue différents. Puis la gravure, je trouve que c'est une expression populaire. Ça circule beaucoup et c'est sans doute peut-être la télé, enfin les images du XVIIIe siècle pour faire un raccourci rapide. Et puis j'utiliserai un extrait des mémoires inachevées de Lenoir. Vous en avez parlé aussi. Moi, je trouve que c'est très intéressant parce que Lenoir est un témoin de l'époque, c'est aussi un acteur et c'est quelqu'un qui est plutôt opposé à la politique de Turgot. Vous avez dit que Vincent Millot avait écrit dessus sur Lenoir. Effectivement, ça peut être un point d'accord. Moi, je vous lirai quelques lignes qui me semblent très intéressantes à étudier avec les élèves. Il n'est plus douteux que l'introduction du système de liberté illimitée dans le commerce des grains n'ait été la cause principale des émeutes qui, en 1775, troublèrent la tranquillité de Paris et de quelques provinces du royaume. Les économistes, alors en crédit, avaient été autorisés à faire imprimer et publier qu'il ne fallait ni approvisionnement, ni magasin public dans les villes de grande population. Ils étaient parvenus à faire proscrire comme abusives les mesures réglementaires dont la police de Paris faisait depuis longtemps un usage bon et paisible. Ils avaient ainsi attiré une disette factice. Il est encore plus avéré maintenant que la révolte commencée au milieu de l'année 1789 en cette ville, sous le faux prétexte qu'il n'y avait point de liberté en France, s'est rapidement propagée à la faveur d'une disette que l'on aurait pu prévenir. Moi, je trouve que cet extrait-là est extrêmement intéressant parce qu'il pose véritablement la question de la construction de l'esprit critique. Là, on est avec des élèves dans la possibilité de réfléchir au rôle du témoin, un témoin acteur qui avait un point de vue tout à fait tranché. Et du coup aussi lutter contre les visions téléologiques des événements qui sont trop facilement, je dirais, l'apanage des élèves, mais aussi parfois des enseignants, parce que c'est plus facile. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Donc il faut lutter contre cette espèce de réflexe téléologique et montrer là, à travers un petit texte comme ça, qu'on peut penser autrement, analyser pourquoi il dit ça, à quel moment il le dit, insister aussi sur la présentation du document dans les temporalités qui sont abordées. Voilà, moi je verrais ça comme ça. Peut-être que j'ajouterais aussi quelques lettres d'intendants qui s'adressent à Turgot, qui sont pas forcément très favorables à ce qu'il écrit. Par exemple, l'intendant de Normandie dit « Le peuple qui voit les marchés dépourvus de grains en accuse la liberté ». Enfin, c'est vraiment des choses qui traduisent aussi la place sur le terrain. Moi, il me semble que l'intendant est un personnage à faire comprendre aux élèves.
élèves. Et c'est pas forcément évident. Donc le rapport entre un ministre et les intendants me paraît être quelque chose qui peut être étudié. Et Turgot d'ailleurs répond il n'y a pas lieu de tenir compte des murmures du peuple. L'affaire est réglée. Voilà, ça peut permettre aussi du coup, ce genre de texte, faire réfléchir à la question des chertés. Comment est-ce que les prix augmentent? Quels sont les mécanismes qu'il y a autour de ça? On a quand même beaucoup d'élèves qui ont des connaissances en économie évidemment faibles, hein, surtout en classe de seconde. Donc les amener à réfléchir à des questions comme ça me semble être tout à fait formateur pour la construction du citoyen éclairé. Vous avez dit à quel point les prix augmentaient. On pourrait dire qu'il y avait quasiment 3 Parisiens sur 5 qui étaient devenus incapables d'acheter du pain au moment du mois d'avril, par exemple, en 1775. Merci beaucoup. Troisième question à vous poser. Finalement, cela concerne les lectures que doivent avoir les enseignants pour préparer leurs cours. Quelles lectures finalement scientifiques, historiques, même pédagogiques, pourraient aider les enseignants à préparer et à construire leurs séances ? Alors, moi, je dirais que reprendre le chapitre de Joël Cornette dans l'Histoire de France, dans le gros ouvrage de l'Histoire de France, sur la monarchie de la Renaissance à la Révolution, ça redonne un cadre. Alors, je dirais que ça, c'est plutôt pour les professeurs débutants qui n'ont pas forcément eu une formation très précise en histoire moderne. Hein. On sait à quel point notre champ d'intervention est large et qu'on ne peut pas tout savoir quand on débute. Donc ça pourrait peut-être être un point de départ. Après, moi, je pense qu'il faut avoir absolument lu Yves-Marie Bercé, ne serait-ce que pour enseigner les nu-pieds. Et puis c'est tellement agréable et facile à lire que c'est dommage de ne pas le faire. Évidemment, parce qu'on est sur des moments d'historiographie différents, je pense qu'il faut quand même s'être intéressé un petit peu à Jean-Nicolas, parce que là, on est quand même sur une réflexion historiographique nouvelle. Donc, je verrai aussi ça. Si on veut avoir des points très spécifiques sur la guerre des farines, il y a le livre de Lublinski, mais qui est un petit peu ancien, puisque ça date quand même de 1979. Et puis, si on s'intéresse au pain, quand même, on ne pourrait pas se priver de Stephen Kaplan, hein, Le pain, le peuple et le roi, qui est un ouvrage de 1986, mais qui reste quand même, à mon avis, très intéressant. Et puis je pense qu'on pourrait peut-être aussi lire Laurent Bourquin, Philippe Hamon, S'exprimer en temps de trouble, qui est un ouvrage quand même de 2011, donc un ouvrage récent, qui pose la question quand même de la manière d'exprimer des opinions, une révolte, etc., dans des temps anciens. Et puis vous m'avez dit, on peut peut-être aussi parler d'ouvrages pédagogiques. Ben moi, comme je vous proposais de travailler sur l'oral, je vous conseille la lecture du livre de Stéphane de Freitas, Porter la voix. C'est le fondateur d'Eloquentia, et c'est vraiment quelqu'un qui propose des exercices très divers qui permettent de promouvoir l'oral. Merci pour votre réponse. J'en profite pour vous informer donc, que le réseau Canopé vient de sortir une série d'ouvrages, 3 ouvrages, pour la mise en œuvre des nouveaux programmes en seconde, en première et en terminale. Dernière question à vous poser finalement. Pourquoi enseigner la guerre des farines et même les révoltes de l'ancien régime, finalement, de l'époque moderne, aujourd'hui? En d'autres termes, comment ce point de programme résonne-t-il avec notre actualité? Alors, moi, je dirais déjà que la place des acteurs est absolument fondamentale dans les programmes tels qu'ils sont écrits depuis un certain temps, en particulier depuis les programmes de lycée de 2008. Et il n'y a pas tant que ça d'acteurs collectifs. Or là, la question de ces révoltes permet de mettre en place la place de l'acteur collectif qu'est le peuple, ou une partie du peuple, qui peut être les femmes, dont on a parlé tout à l'heure. Mais enfin, la question de l'acteur, c'est quand même essentiel en histoire, et c'est très difficile à comprendre pour les élèves, et en particulier celle de l'acteur collectif. Donc moi, j'y verrais ce premier avantage-là. Le second avantage, ça serait aussi de se poser la question de la confrontation des forces sociales au cours de l'histoire, et peut-être de se poser les questions de droit et de justice au regard d'une évolution politique, puisque nous sommes une démocratie, qu'on tient à le faire savoir, notre histoire est avant tout politique, la mise en place des programmes d'histoire, c'est lié aux politiques, et peut-être pour mettre encore plus en avant nos processus démocratiques, on montre les processus antérieurs qui ne l'étaient pas.
Moi, j'y vois aussi ce point-là. Après ça, sur le plan méthodologique, je pense que c'est intéressant de travailler sur des mécanismes qui présentent des constantes. Les rebelles, les opposants, les révoltés, versus la répression, la résolution du conflit. Voilà un autre point, mais alors cette fois-ci on n'est pas vraiment dans du contenu très précis, mais plutôt sur une démarche qui me semble intéressante à avoir avec des élèves. Et puis se dire que finalement, au regard de tout ça, l'information telle qu'on la connaît maintenant, est-ce que c'est un combat contre la rumeur? Qu'est-ce que ça nous dit par rapport aux fake news? Vous voyez, ça peut résonner vraiment de façon très constante, je pense, en classe. Mais finalement, moi, c'est plutôt avec l'EMC que je ferai résonner le plus ce genre de questions. Alors, sur le programme de seconde, la thématique principale, elle est autour de la liberté des libertés. Et là, peut-être que ce qui pourrait être abordé, ça serait la question de la liberté et du libéralisme économique. Peut-être ce point-là, qui est sans doute pas facile, mais qui est quand même sans doute quelque chose qui peut interroger et intéresser les élèves par rapport à des situations qu'ils peuvent connaître. Et peut-être je le ferai résonner à long terme avec le programme de première, où il est question du lien social, les fondements et la fragilité du lien social, eu égard aux mutations économiques, mais aussi par rapport aux questions de défiance vis-à-vis de la représentation du politique, par rapport à la question des sciences, de l'information. Et moi, je me dirais que j'essaierais de revitaliser en fait des connaissances historiques pour une mise en abîme qui donne de la profondeur à un programme de MC qui, lui, est totalement ancré dans le présent, dans l'actualité, et sur lequel des projets de l'année d'assez grande envergure peuvent être montés sur des temps peut-être un petit peu longs. On n'est pas obligé de faire 1000 choses, mais on peut avoir un projet. Et il me semble que toujours autour des projets de MC, il faut donner de la profondeur historique. C'est peut-être pour ça que c'est bien que ce soit l'histoire-géographie qui enseigne le MC. Là, c'est un point de vue personnel. Je vous remercie pour votre réponse. Je vous remercie pour vos deux interventions. Et nous allons tout de suite passer, s'il y en a, aux questions du public. Étant du Limousin, j'ai envie de vous poser une question sur Turgot et le Limousin. Est-ce que vous pourriez, M. Bourfer, rajouter, je ne sais pas, comment est-ce qu'on peut considérer qu'il a apporté des choses au Limousin? Oui, je reformule la question, puisque en fait... oui, donc nous avons une question sur Turgot en tant qu'intendant du Limousin, et finalement, nous voudrions savoir un petit peu plus sur ces réformes en Limousin. Moi, je suis originaire de la région voisine, alors vous voyez, donc le Limousin, je connais bien aussi. Oui, il a vraiment eu une action importante parce qu'ensuite, quand il est devenu contrôleur général des finances, il a aussi voulu suivre des projets débutés en Limousin pour voir comment ils allaient se concrétiser, notamment pour les routes, pour la question de la suppression de la corvée, qui retire finalement des travaux agricoles pendant des jours et des jours la population active pour la convertir donc sous forme d'une taxe, d'un paiement. Donc ça, c'est quelque chose qu'il a mis en œuvre. Le développement aussi des foires et marchés. Donc ce qu'il avait dit dans l'encyclopédie, là vraiment, il a essayé de faire du Limousin un laboratoire, et surtout sur la refonte des documents donc sur lesquels était fondé l'impôt. Voilà. Et c'est là où on voit aussi les limites de son action, c'est-à-dire qu'il veut tellement bien faire qu'en réalité, ça a pris beaucoup de temps, et qu'on a fait des extrapolations sur la base de ce qu'il avait pu faire en Limousin, et on en a déduit que cette nouvelle cadastration des terres, dans une perspective fiscale, aurait pris des décennies à l'échelle de la France. Parce qu'il y a plusieurs exemples. On fait des généralités tests, des intendances tests. Il y a en Alsace, il y a au Limousin, il y a dans l'Île-de-France, avec des systèmes différents.
donc de cadastration des terres, parce qu'il faut calculer les surfaces, etc., en quoi elles sont ensemencées, etc. Donc, il a sans doute choisi le système le plus perfectionné, mais celui qui prend beaucoup de temps. Alors, évidemment, pendant ce temps, les gens continuent à payer l'impôt comme sur le système antérieur. Donc, on va dire, oui, on fait ça, mais ça s'appliquera dans X années. Je ne suis pas sûr que, hier comme aujourd'hui, la réussite soit au rendez-vous. Voilà. Donc, il a fait beaucoup. Et en même temps, il y a toujours, avec la politique de Turgot, une forme de frustration. C'est moi qui vous remercie. Moi, j'ai une question sur la terminologie même de cette période. On appelle classiquement cette période la guerre des famines. Mais si on s'intéresse à la plupart des champs historiographiques, aujourd'hui, il y a quand même une remise en cause de la terminologie. Et vous avez expliqué que finalement, ces émotions populaires rapidement s'essoufflent. Et la fin est assez heureuse par rapport à ce que vous avez expliqué. Donc moi, ma question, c'est pourquoi aujourd'hui, on ne remet pas en cause cette terminologie. Moi, déjà, la première question, c'est pourquoi on appelle ça guerre. La notion de guerre est utilisée. Et deuxièmement, est-ce qu'on ne devrait pas revoir cette terminologie et appeler ça révolte ou émotion des familles? Parce qu'en soi, moi, la question que je pose, c'est en quoi est-ce une guerre? Alors, moi, je voulais... Je peux... Ah oui, vous voulez reformuler? Oui, il faut que je reformule la question, pardon. Donc, la question qui a été posée concerne le concept même de guerre des farines. Pourquoi le terme de guerre et pourquoi n'est-il pas reformulé? Alors, moi, je voulais juste faire une petite remarque qui ne va pas anticiper sur votre réponse, qui sera sûrement plus intéressante que la mienne. Mais moi, je voulais attirer votre attention sur les chrononymes. Il y a toute une réflexion actuelle d'un certain nombre d'historiens autour des chrononymes. Et ça participe du premier travail à faire en classe de seconde sur la périodisation. C'est-à-dire qu'en fait, on a associé à des moments des noms qui traduisent des points de vue idéologiques. Et la guerre des farines, on est bien de ce côté-là. Et intéressez-vous, il y a un article de Laurent Douzou en particulier qui est très intéressant sur la question. Il y a un livre de Dominique Khalifa également que je vous conseille vivement. Regardez tout ça parce que ça nous permet de nous poser autrement la question des termes qu'on emploie pour désigner des périodes. J'irais tout à fait dans votre sens, c'est-à-dire que la guerre des farines, on voit bien ce côté-là, hein, c'est-à-dire pour vous montrer à quel point c'est plus qu'une émotion populaire, il y a l'idée que on va embraser, le pays va s'embraser autour de ces convois qui sont interceptés, voilà, c'est ça l'idée. Mais effectivement, ça n'a de sens que dans le contexte, c'est-à-dire exactement comme tout à l'heure, le complot de famine. Pour les contemporains, c'est évident parce que derrière, il y a joué sur pacte de famine, pacte de famille. Bon, le pacte de famille, moi j'ai beaucoup d'étudiants qui, de toute façon, par définition, il faut l'apprendre, hein, donc savent même pas que ça existe ou pensent à l'alliance entre les Bourbons de Madrid et de Paris, mais ils font pas du tout le lien. Donc, bien évidemment, ça n'a de sens que dans une époque, de la même façon qu'on a tous appris, nous, y compris, moi je me souviens quand j'étais enseignant au lycée, qu'on faisait encore Jean Fourastier, les 30 Glorieuses, etc., par référence justement aux 3 Glorieuses, hors contexte, les 30 Glorieuses, ça dit plus rien à personne, hein. D'autant que là aussi, dans l'ouvrage de Dominique Khalifa, dirigé par Dominique Khalifa, on revenait là-dessus en disant ça a un sens dans cette période-là, mais aujourd'hui, on penserait plus aux guerres coloniales, etc., à toutes sortes d'autres choses que aux 30 Glorieuses proprement dites. Donc effectivement, ça, je pense que c'est important. C'est peut-être aussi, comme pour l'esprit critique par rapport au texte de Lenoir, et c'est intéressant, je disais à Madame l'inspectrice qu'on avait choisi le même extrait. Donc c'est pas neutre non plus. C'est-à-dire que c'est une façon de voir aussi comment on peut réécrire l'histoire, parce que Lenoir est en émigration à ce moment-là, après 89, il réécrit ce qui s'est passé en 75 pour dire, moi, quand on m'a rappelé, première chose que j'ai faite, j'ai créé des écoles de boulangerie et j'ai fait en sorte que le pain soit moins cher. Donc, il reconstruit aussi sa propre histoire, sa propre trajectoire. Et effectivement, c'est compliqué, ça, à expliquer aux élèves, parce que si tout le monde, on avait tous comme ça, de manière innée de l'esprit critique, on n'aurait pas toutes sortes aujourd'hui, là encore, de rumeurs, etc., et de fake news qui, pour le coup, envahissent l'espace public, mais comme ils le faisaient à cette époque-là, hein.
ni plus ni moins, sauf que ça va plus vite. Mais en histoire des médias, on apprend que c'est simplement le temps se contracte, mais les enjeux et les mécanismes que vous évoquiez tout à l'heure et les récits, donc le côté narratif de ces histoires, puisque c'est une histoire alternative finalement, rien n'a changé. Hein. Donc je pense que ça fait partie des choses où on peut essayer de les faire travailler. Même si c'est compliqué, hein, l'esprit critique, le non, c'est pas neutre. Je suis d'accord avec vous. Les guerres des farines, c'est pas la même chose que si on dit émotion populaire. Nous, quand on pense émeute, on voit pas forcément la même chose qu'émotion, alors qu'à l'origine c'est la même chose. Voilà, je pense qu'il y a tout un travail qu'on peut faire là-dessus, mais je suis bien d'accord, qui est très compliqué hein, en même temps. Hein. C'est passer la barre haut. J'ai pas très bien compris quelle était l'origine en fait du début de l'augmentation des prix. Après, bon, il y a tout le phénomène, risque de pénurie, etc. Enfin, tout l'emballement qui peut se mettre en œuvre. Mais pourquoi est-ce que en fait la simple libération a fait augmenter, ça s'est pas régulé et qu'il y a eu cette augmentation des tarifs dès 1774-75? Donc la question qui a été formulée revient sur l'origine de l'augmentation des prix qui a amené la guerre des farines. On répond tous les deux, du coup. Allez-y, puis comme vous voulez. Puis je veux bien dire un mot, mais vous allez faire mieux. Hein. L'idée, c'est qu'autour de Paris, en particulier, il y avait des stocks importants et que les stocks, ils ont été disséminés. Et à partir du moment où il n'y a plus de stock, ben forcément, les prix augmentent. Et quand en fait la peur vient se focaliser sur le fait qu'on voit des convois de grains passer. Hein, et donc il y a l'idée aussi que la liberté, on pense douane intérieure, mais on pense aussi douane extérieure. On va exporter, vendre le grain à l'étranger, ce qui est en fait totalement irrationnel, hein, parce que en réalité on est importateur net à l'époque pendant très très longtemps. Mais il y a cette image-là. Hein, on a vu donc des convois de grains passer. Et puis vous voyez 2, 3, ça devient 5, 10, 15. Voilà. Donc il y a ça qui joue. Et puis il y a le fait aussi que c'est pas forcément, ce sont pas les pires des récoltes, mais ne sont pas des récoltes excellentes, qui auraient permis, sur la longue durée, de faire un certain nombre d'essais. Et puis, il y a le fait vraiment des douanes intérieures. Il faut essayer de leur faire visualiser qu'à l'époque, on a de très nombreuses douanes intérieures, des péages, etc. Et ce qui fait que finalement, il y a une sorte de, là aussi, de psychose. Si ça part dans la province voisine parce qu'elle est en manque, en fait, c'est ce que je n'aurais pas. Parce qu'on peut très peu stocker, tout simplement, parce qu'en réalité, on n'a pas de silo à grains moderne, etc. Les rats s'attaquent aux réserves, donc il y a la peur, panique de manquer. Et puis quand même, ça arrive au mauvais moment, on n'est pas loin de la soudure, donc c'est sûrement pas le meilleur moment pour lancer ce type de réforme qui est déjà absolument explosive. Donc l'ensemble fait que finalement, il ne faut pas grand-chose pour allumer... pour partir cette traînée de poudre qui est la guerre des farines. Est-ce que dans les années justement 1770, on a des traces de débats populaires pour fixer ce qui semblerait être pour eux le juste prix déjà? Donc la question qui est posée demande s'il y a dans les années 1770 des traces de débats populaires. Alors, moi, je voudrais citer un extrait pour répondre à votre question, qui est une question très intéressante, qu'on se posait à l'époque et qu'on s'est posée a posteriori, y compris aussi du caractère éclairé ou non du peuple, est susceptible d'avoir ou un projet politique, on en parlait tout à l'heure, ou en tout cas sur quelle base finalement on se met en mouvement, hein, à quelle base on est dans la logique de l'émotion et de l'émeute. Et c'est un extrait de l'enquête, de l'interrogatoire de Nicolas Bailly, qui est le procureur de la ville de Beaumont. On l'avait évoqué dans nos échanges préparatoires. Et dont on dit à un moment donné, il a été proche, il fait partie de ceux qui localement ont soutenu, etc. Et donc on l'interroge, c'est le commissaire Chenon, peu importe, qui l'interroge. Et Bailly, voilà ce qu'il dit. Il dit qu'il a été menacé, Bailly, par la population, l'acteur collectif dont on parlait tout à l'heure. Tu ne veux pas faire la police,
ni faire diminuer le blé, mais va, bailli, je la ferons nous-mêmes. Alors, si vous dites, vous pouvez très bien, vous voyez, partir de ce type d'interrogatoire en disant, effectivement, c'est une forme très traditionnelle, je la ferons nous-mêmes, etc., qu'on trouve. Mais en même temps, il y a l'idée de police derrière. C'est-à-dire qu'effectivement, ils prennent la police, mais dans le sens très large que le terme a à cette époque-là, y compris la police des grains. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, pas seulement sur la police des grains, mais sur l'acception de la police à cette époque-là, hein, comme il y a une police des mœurs, comme il y a une police aussi qui veille à ce que les voies soient éclairées pour éviter les noyés à cette époque-là, etc. Il y a vraiment... La police touche à énormément de choses, y compris les infrastructures urbaines, l'aménagement, etc., etc. Et donc, il y a, vous voyez, dans le terme même, la reprise en compte du terme de police, c'est-à-dire on demande à celui qui est détenteur ici d'une autorité, au procureur de la ville, de faire œuvre de police. Et la bonne police, c'est toujours celle qui est mise en avant par les autorités et par la population au XVIIIe siècle. C'est celle qui est au plus près, c'est très moderne, hein, il parle de police de proximité, etc. C'est celle qui est au plus près de la population, et qui aurait plus une dimension de prévention des risques, des émeutes, des tensions, que de répression. C'est pour ça que souvent, d'un des responsables de la police à l'autre, on peut avoir une vision très, très différente. Hein. La mouche, l'homme du guet ou l'intendant détesté, et le commissaire qui comprend les difficultés qu'on peut avoir. On soit aussi dans le domaine de l'arbitrage, de l'infrajudiciaire, pour pas tout criminaliser. Voilà. Et donc ça, c'est très intéressant. Donc, il y a une vraie réflexion autour de ça. Et il y a une expression populaire de cette attente d'une juste police. Donc, oui, de ce point de vue-là, pour moi, c'est évident. C'est ce qu'on retrouvera d'ailleurs dans les cahiers de doléances, hein, très souvent. Voilà. Il y a une expression que moi j'aime bien parce qu'au début, je pensais pas que c'était... je pensais pas le trouver directement dans un cahier de doléances. Il y a un cahier d'une paroisse très modeste qui dit qu'il faut rouvrir un véritable canal de communication, c'est moderne comme expression, hein, canal de communication avec le roi. Autrement dit, il faut que le roi s'adresse directement à nous et qu'on puisse directement échanger avec lui. Enfin, quand même, dans la formulation de 1789 d'une paroisse rurale, un véritable canal de communication. C'est assez extraordinaire. Hein. Je suis obligé de conclure cette table ronde puisque nous sommes arrivés à son terme. Donc au nom de Réseau Canopé, je vous remercie d'être venu écouter cette table ronde. Je remercie encore et très vivement les intervenants, Pierre-Yves Borpère et Christine Lécureux, qui nous ont fait des éclairages, je pense, très enrichissants sur la guerre des farines. Et donc n'hésitez pas à passer sur le stand de Réseau Canopé pour retrouver toutes nos ressources, le TDC, les autres collections, les autres univers que nous avons, notamment enseigner l'histoire-géographie, et à aller sur le site réseau-canopé.fr. Je vous remercie très vivement et bonne soirée.